Bonsoir, Monsieur Soro Kanigi Mamadou. Il est le président du Rassemblement de la Côte d'Ivoire. C'est un parti politique qui est proche de Guillaume Soro. Il est également député de Sirasso. C'est une localité du nord du pays. Et membre du groupe parlementaire Rassemblement. Monsieur Kanigi Soro, bonjour. Oui, bonjour cher ami. Je voudrais pour commencer saluer votre télévision pour l'opportunité qu'elle nous offre. Je voudrais préciser que je suis le président du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Pour la Côte d'Ivoire. Bon, pour les autres aspects de la présentation, c'est bon. En tout cas, je voudrais vous dire merci. L'actualité politique ivoirienne est émaillée ces derniers temps par beaucoup de rebondissements. L'interpellation manquée de votre leader, Guillaume Soro, à Barcelone, en Espagne, il y a quelques semaines. Mais aussi en Côte d'Ivoire, l'opposition qui, à l'épreuve de l'élection présidentielle 2020, toutes ces questions, nous allons les évoquer sur ce plateau. Mais ma première question est celle-ci, M. Soro Kanigi. Comment vous vous sentez aujourd'hui en tant que président de parti politique dans toute cette grisaille politique ivoirienne? J'avoue que pendant longtemps, je ne m'étais pas imaginé dans une telle posture. Je n'avais jamais pensé que je dirigerais un parti politique. Ce n'est pas quelque chose qui faisait honnêtement partie de mes rêves. J'ai toujours voulu effectivement mener le combat politique parce que j'ai horreur de l'injustice. Mais de là à imaginer que je deviendrais le président d'un parti politique, j'avoue que ça ne faisait pas partie de mes rêves. Mais par contre, je peux vous dire que c'est avec un plaisir que j'assume ma responsabilité parce que la circonstance me le demande. Revenons sur cette affaire qui a défrayé la chronique en Côte d'Ivoire. L'année dernière, en août dernier, 2018, on a assisté en Côte d'Ivoire à ce qu'on pourrait appeler l'affaire Cognon. L'un de vos militants, qui était à l'époque un mouvement politique, le RACI, qui a été assassiné à Korogo, votre fief, mais qui est également la localité du Premier ministre Amadou Coulibaly. Aujourd'hui, un an après l'assassinat de votre militant, est-ce que les enquêtes ont avancé? Est-ce qu'il y a des résultats? Il est bon de dire que c'est un événement qui a pratiquement joué à notre constitution en parti politique. Nous fonctionnions comme un mouvement politique. On se considérait un peu comme un groupe de pression. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pendant longtemps, je ne pensais pas que je dirigerais un parti politique. Mais quand le jeune Soro Cognon a été tué, assassiné à ma résidence de Korogo, et pratiquement dans des circonstances que tout le monde connaît maintenant, et sans enquête, que le corps a été pratiquement réquisitionné pratiquement pendant 5 mois avant d'être remis à la famille, on a mesuré un peu la situation dans laquelle notre pays est. Je peux vous dire que vous parlez d'enquête. Est-ce qu'il y a enquête? Il n'y a pratiquement pas d'enquête sur cette affaire. Malheureusement, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'enquête. Dès les premières semaines de l'affaire, bien évidemment, vous pouvez imaginer que le parti a pris un avocat qui lui-même très rapidement a estimé qu'il ne comprenait pas bien l'affaire. Il a rencontré à plusieurs reprises l'avocat sans avoir de réponse crédible. Déjà, quand les mises en cause arrêtées pratiquement sur les lieux de l'assassinat ont été transférées sur Abidjan au même moment que les assassins, enfin que la dépouille, quelques heures après, quand l'avocat a voulu rencontrer d'abord se rassurer que les mises en cause, les coupables, nous on les appelle les coupables puisque c'est quelque chose qui se fait de bateau le bord. Quand il a voulu se rassurer qu'ils étaient effectivement à la MACA, il s'est d'abord rendu compte qu'ils n'étaient pas à la MACA. Quand il a posé la question au adjoint au procureur, le procureur a expliqué cela par le fait qu'il n'a pas mis les mises en cause à la MACA pour la simple raison qu'à la MACA ce jour,
des prisonniers de la crise post-électorale considérés comme étant des partisans de Laurent Gbagbo, l'ex-président, et que pour le procureur, ceux-là sachant que les assassins présumés de Soro Koyon étant pratiquement des militants du RDR, pourraient se venger contre le jeune homme Issondo. Donc pour cette raison, il aurait évoqué l'argument selon lequel il a préféré les mettre en détention à Bassam. Donc l'avocat, quelques jours après, a demandé bien évidemment à aller constater à Bassam qu'il y était. Chose qu'il n'a jamais pu obtenir. Voilà. Et je peux vous dire qu'à ce jour, plus d'un an après, c'est les informations que nous avons sur l'affaire, le procureur de Korogo qui a fait une audition, je crois 6 mois après, a reçu les plaignants. Mais quand il a s'agi de recevoir les mises en cause, c'est les parents qui ont répondu à la convocation et non les mises en cause. Ça s'est passé à Korogo. Voilà. Donc, et puis après, plus rien. L'affaire est considérée dans le milieu judiciaire comme étant un tabou. Nous-mêmes, nous n'en savons pas tout. Des rumeurs disent même que les mises en cause auraient été faites sortir du pays. Bon, ça, ce sont des rumeurs jamais. Mais je peux vous dire qu'au niveau judiciaire, il n'y a pratiquement pas d'enquête sur cette affaire, malheureusement pour le moment à notre connaissance. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait justifier les non-dits de cette affaire ou le fait qu'on puisse interdire aux ayants droit de pouvoir avoir la vérité sur cette question? À Korogo, dont je suis originaire, tout le monde sait que ces jeunes gens sont proches, extrêmement proches du Premier ministre. Ce sont des militants donc, du RDR, c'est tout ce qu'on en sait. Est-ce que c'est avec son accord ou non que ça a été fait? Je ne peux pas franchement trancher. Est-ce que c'est lui qui empêche l'enquête de se dérouler? Je ne peux pas trancher. Mais moi, objectivement, je mets en cause la justice ivoirienne. Parce que, bon, un État est organisé. Le Premier ministre, il a à faire son travail. Je pense que les juges et les procureurs ont à faire leur travail. Devant n'importe quelle situation, chacun a une responsabilité à prendre devant l'histoire. Et celui qui ne prend pas sa responsabilité est le seul responsable devant l'histoire. Voilà. Donc pour le moment, je ne peux accuser personne dans le milieu politique quant au piétinement de la procédure, à part la justice que j'estime être fonctionnelle en fonction du climat politique, et cela n'est pas bon. Merci. Nous allons aborder un autre pan du sujet qui est celui des élections prochaines, les élections présidentielles. Votre mouvement politique, le RACI, s'est mué en parti politique et ce parti politique soutient la candidature de Guillaume Soro, député de Ferké-Sédougou, mais également président du mouvement politique Génération et Peuple Solidaire GPS. Il a annoncé sa candidature à Barcelone, il a réitéré à Milan, en Italie. Vous avez fait un bureau politique, vous avez acquiescé ce qui a été dit aujourd'hui, à quelques mois des élections présidentielles 2020. Est-ce que vous croyez concrètement aux chances de vos candidats? Je voudrais préciser une chose. On ne soutient pas un candidat parce que d'abord on croit à ses chances. Parce que ce serait de l'opportunisme. Il faut soutenir un candidat parce que d'abord on a la profonde conviction que c'est quelqu'un du peuple qui peut apporter le bonheur au peuple, qui peut régler un des aspects des préoccupations du peuple qui est pour soi serait déterminant. Donc nous ne soutenons pas du passé. Je peux dire que nous sommes la première organisation à se créer autour de Guillaume Soro. Nous sommes aussi les premiers depuis 2017, au conclave de 2017, à réclamer cette candidature. Nous ne l'avions pas fait au départ parce que nous avons essayé de mesurer ses chances. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous estimons
que son parcours, son profil, ses valeurs qu'elle défend sont des choses qui peuvent apporter un plus à notre pays. Maintenant, quelles sont ces chances? On pourrait mieux apprécier ces chances quand les autres formations politiques seraient en mesure de dévoiler le nom de leur candidat. Parce que pour faire une comparaison, il faut avoir tous les aspects du puzzle. En ce qui nous concerne, on pense qu'à l'état actuel de la situation, le président Guillaume Soro a le meilleur profil pour diriger la Côte d'Ivoire après le président Alassane Ouattara. Il est mieux formé, mieux outillé, et il a les aptitudes pour donner au peuple de Côte d'Ivoire ce dont le peuple a le plus besoin, notamment la question primordiale de la cohésion et de la réconciliation des Ivoiriens. Et je pense que c'est de là que tous les projets doivent partir, et le président Guillaume Soro a les aptitudes. En ce qui nous concerne en tant que force politique, nous travaillons sur le terrain jour et nuit pour mettre à sa disposition un outil à la hauteur du débat qui puisse lui permettre de gagner l'élection présidentielle de 2020. Et ça, nous, on croit à ça profondément. Monsieur le Président, que répondez-vous aujourd'hui à vos anciens alliés, aux responsables du rassemblement des oufouettistes, des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, la coalition au pouvoir, qui, pour certains responsables, estiment que Guillaume Soro est trop pressé et que c'est un candidat certainement rebelle qui veut s'opposer à son père. Que répondez-vous à ces personnes-là? Il faut d'abord tenir compte de la constitutionnalité de la candidature de Guillaume Soro. Est-ce que le législateur ivoirien, le peuple de Côte d'Ivoire, avec son âge, lui donne la possibilité d'être le président de la République de Côte d'Ivoire? Sur la question, on a plein d'exemples qui foisonnent. Le cas le plus patent, c'est en France. Je pense que quand un peuple apprécie dans une société moderne, il ne s'agit pas d'une appréciation gérontocratique du pouvoir. La Constitution dit qu'on peut être candidat de tel âge. Et d'ailleurs, la nouvelle Constitution ne limite pas pratiquement les âges. L'aspect rebelle, c'est pratiquement ridicule. Parce que ceux qui bénéficient de la rébellion sont ceux qui exploitent l'aspect de la rébellion. Je veux dire que si Guillaume Soro n'avait pas assumé, peut-être que Alassane Ouattara serait jamais candidat en Côte d'Ivoire, peut-être même qu'il ne pourrait pas retourner en Côte d'Ivoire. Donc à partir de ce moment, les militants du RDR actuellement peut-être se retrouveraient dans d'autres partis politiques. Parce que moi-même j'étais militant du RDR. Je sais qu'on était arrivé à un moment où les militants avaient commencé à se loger dans les partis politiques. Et le président Guillaume a décidé d'assumer avec certains de ses pairs une lourde responsabilité historique en assumant la paternité d'une rébellion. Donc ça, le peuple de Côte d'Ivoire le sait. Et je ne pense pas que ce soit un argument qui puisse freiner le peuple dans son choix apporté à Guillaume Soro. Que répondez-vous à ces optimistes du RHDP qui espèrent qu'avant les élections de 2020, les enfants égarés que vous êtes reviendront à la maison? Non, il faut le dire, ce n'est pas une mauvaise pensée. C'est ceux de la famille qui sont encore plutôt lucides, qui pensent qu'une famille ne doit pas se diviser de cette façon-là, et qui se disent que bon, il faut qu'une solution soit trouvée. Moi, personnellement, je ne suis pas contre cette façon de penser, parce qu'il ne s'agit pas d'aller à la guerre pour la guerre. Alors, moi, je pense que c'est une pensée positive, mais la question la plus pertinente, c'est quelle est la solution qui permettrait d'arriver à un tel résultat. Voilà. Parce qu'en ce qui nous concerne au racisme, parce que les terroristes, nous sommes nombreux.
Mais en ce qui nous concerne, nos racines, il y a pratiquement deux raisons qui nous ont amenés à demander à Guillaume Soro de se porter candidat. La première raison, c'est le choix de la personne qui va succéder à Samuel. Tant qu'une réponse n'est pas trouvée à cette question qui puisse nous rassurer, ça m'étonnerait que nous puissions nous mettre d'accord. La deuxième question, c'est quel type de candidat, quel type de président il nous faut en 2020. Parce que nous, on est très attachés au principe qu'il faut qu'un président rassembleur puisse arriver au pouvoir en 2020 pour mettre définitivement fin aux longues crises à n'en point finir et qui n'ont que ralenti le développement de notre pays. Monsieur le Président, nous allons aborder un autre pan du sujet. Nous sommes à un an des élections présidentielles. Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDCI, a mis en place une plateforme politique qui est dite non idéologique, dont est membre votre parti politique. Aujourd'hui, est-ce qu'à un an de ces élections-là, vous croyez véritablement aux chances de l'existence, de cette plateforme qui est non idéologique, et vous pensez qu'elle peut relever les défis en 2020? Si je vais être franc avec vous, je pense que cette plateforme est en retard sur vraiment l'actualité et son rôle. Parce que du moment où cette plateforme est non idéologique, ce que nous comprenons dedans, c'est que cette plateforme n'a pas vocation, à l'état actuel des choses, bon, les choses peuvent évoluer, on n'en sait rien, cette plateforme n'a pas pour vocation de choisir le candidat ou un candidat à l'élection présidentielle de 2020. Nous sommes dans cette plateforme pour combattre, pour s'attendre sur des principes et se donner la main pour faire la pression sur le gouvernement par rapport à des aspects démocratiques, notamment la question de la CEI, la question du respect de l'état de droit et bien d'autres choses. Je pense que cette plateforme devait être depuis longtemps en train de dérouler son programme d'activité, ce qui aurait permis peut-être d'empêcher le gouvernement de mettre sur pied la CEI que vous connaissez, qui est non consensuelle et qui est pratiquement rejetée déjà par une bonne frange de la population ivoirienne. Cette plateforme aurait empêché les arrestations, peut-être les arrestations arbitraires auxquelles nous assistons, et bien d'autres choses. C'est seulement hier que nous avons installé les organes de cette plateforme. Le président Bédié est le président de la conférence des présidents, le ministre Kako Gikawe est le secrétaire permanent de cette plateforme. Le problème, c'est qu'à pratiquement 11-10 mois de l'élection, si en janvier nous trouve dans cette tergiversation, on risque de ne plus être en mesure de mener des actions qui puissent amener le gouvernement à réviser certaines décisions. Donc oui, sur cette question, je suis un peu inquiet par rapport à l'action de cette plateforme. Mais par contre, individuellement pris, nous avons travaillé pendant longtemps à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Et je pense que, comme nous sommes maintenant constitués, nous allons réfléchir quant à l'adaptation de l'action de cette plateforme. Monsieur le Président, nous sommes à un an, c'est vrai, des élections, mais à un an également de l'émergence annoncée pour la Côte d'Ivoire, avec un taux de croissance annoncé de 7%. Aujourd'hui, si on vous demandait concrètement de dire à nos téléspectateurs votre mot sur la gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire,
sur la gestion économique, sur la gestion de ce pouvoir-là. Qu'est-ce que vous direz? En évoquant l'émergence, je pense que, honnêtement, je pense que c'est un humour de votre part. Parce que vous allez constater que ceux-mêmes qui ont promis l'émergence à notre pays n'en parlent pratiquement plus. C'est ça. Ils n'en parlent plus. Les arguments qu'ils avancent plutôt, c'est qu'on ne peut pas développer un pays en 2 mandats. Donc, je considère que déjà à ce niveau, pour ceux qui rêvaient de l'émergence en 2020, ils ont leur réponse. Je ne peux pas dire que le président Alassane Ouattara n'a rien fait. Pour le dire, ce serait trop extrémiste. Il a fait ce qu'il peut. En ce qui nous concerne, il a échoué dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est bien évidemment le domaine de la réconciliation nationale. Pour moi, le président Ouattara n'est pas parvenu à trouver des solutions à la grande problématique de la réconciliation nationale. Le deuxième domaine, c'est bien le domaine du social. Malgré les chiffres annoncés de la croissance, on constate que le peuple ivoirien est devenu plus pauvre et c'est un phénomène qu'on ne voyait pas souvent. L'immigration, de plus en plus, regorge de nombreux Ivoiriens. L'immigration, surtout sur les eaux, les Ivoiriens pratiquement sont cités. Ils meurent sur les mers pour aller en Europe. C'est un phénomène auquel on n'assistait pas trop. Pour parler de la question de l'économie, il faut qu'on ait le courage d'en parler parce qu'on présente le président Alassane Ouattara comme un grand économiste. Moi, je ne suis pas contre. Mais personnellement, je n'ai pas été épaté, ça je le dis en toute objectivité, par son modèle économique. Parce que ce que moi j'attends d'un bon dirigeant de notre pays, c'est d'être à mesure de créer l'emploi. Nous avons des enfants, des milliers d'enfants qui vont à l'école, qui ont des diplômes et qui sortent, qui ont besoin de travailler. Tu as certains qui sont des ingénieurs, tu as certains qui sont des docteurs dans plusieurs fêtières, dans plusieurs facultés, et qui ont besoin de l'utiliser permanemment. Donc, si le modèle économique ne permet pas aux jeunes Ivoiriens diplômés d'avoir du travail, alors pour moi, ce n'est pas un bon modèle économique. Le bon modèle économique ne doit pas être basé sur l'investissement de personnes étrangères. Le bon modèle économique ne doit pas être basé sur la dette. Le bon modèle économique doit pouvoir être basé sur une réforme en profondeur. Alors, Monsieur le Président, parlons un peu de la situation de l'ex-président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, qui sont en liberté sous condition, l'un à Bruxelles, le président Laurent Gbagbo, mais pour Charles Blé Goudé, qui est actuellement en Hollande en attente d'un pays d'accueil. Ils ont été condamnés, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, par la justice ivoirienne. Charles Blé Goudé est poursuivi par la justice ivoirienne également pour crimes contre des populations civiles et crimes contre les prisonniers de guerre. Au niveau du racisme, quel est votre point de vue sur ces 2 enfants de la Côte d'Ivoire qui sont loin de leur pays? J'avoue que la CPI est en train de se ridiculiser, en train de se décrédibiliser dans cette affaire. Parce que je ne suis pas juriste, mais c'est la première fois que je vois qu'on acquitte quelqu'un. Et puis longtemps après, il soit encore dans une sorte de adémie au main de la justice et d'adémie libre. Sans qu'une décision de justice ne l'explique. Moi, j'avoue que c'est une affaire embarrassante et ridicule. Je recevais sur ce plateau M. Soro Kaningui Mamadou, il est le député de Sirasso, mais également président du parti politique, le RACI, qui est un parti politique
proche de Guillaume Soro, président lui également du mouvement politique Génération des peuples solidaires GPS. Monsieur le Président, nous allons vous laisser toute la latitude de vous adresser à nos téléspectateurs. Très rapidement, je voudrais renouveler nos remerciements à la chaîne Afrique Média qui nous donne l'occasion, nous, de donner notre opinion sur la vie de notre pays, mais sur la vie du continent. Et puis, vous encourager, parce que on voit que vous osez, et ce n'est pas aussi facile à votre niveau. Vous avez tous nos encouragements. Au peuple de Côte d'Ivoire et au peuple de l'Afrique, ce que je peux dire, c'est de tout faire pour que l'unité de nos pays soit une unité réelle et avec des hommes d'État qui peuvent travailler au rassemblement de nos peuples. Nos peuples ne peuvent pas avoir une pleine indépendance s'ils ne se mettent pas ensemble pour travailler. Et de mon point de vue, la solution n'est pas à rechercher ailleurs. La solution, c'est de regarder parmi les enfants de nos peuples ceux qui songent réellement à leur bonheur. Et moi, je travaille dans cette perspective et je voudrais aussi que nous puissions nous pardonner. Donc, en tout cas, bonne chance à Afrique Média et puis à la prochaine.